Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une journée super ensoleillée, là. Comme vous pouvez voir la lumière est super belle dans le bureau. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo sur mes réceptions littéraires. On est encore en train de rattraper les réceptions estivales, mais en ce moment on est dans les romans et dans les bandes dessinées. J'ai mis Québec et étrangers ensemble parce que sinon ça faisait deux très courtes vidéos. Vous l'entendez peut-être, j'ai le nez congestionné. Mon conjoint ambulancier avait l'été de congé, puis il est retourné travailler ce mois-ci, donc il a attrapé évidemment des microbes. En plus de la garderie, on n'y échappe pas. Alors, je vais faire une petite parenthèse juste pour vous rappeler que j'ai reçu tous ces livres gratuitement, donc gracieusement par les maisons d'édition, mais c'est jamais dans l'obligation que je vous en parle. S'il y a des livres que je préfère ne pas en parler, c'est vraiment libre à moi. Donc, je suis pas payée là, pour vous en parler, donc ça c'est important pour moi de vous le dire. C'est toujours 100% honnête ma critique ici. Sans plus attendre, on y va et j'ai envie de commencer avec les romans et j'ai envie de commencer avec mon roman coup de cœur. Ça fait longtemps que j'ai pas aimé une série autant que ça. Dans mon cœur, si vous me suivez depuis un bout, vous savez à quel point j'ai aimé Fab d'Émilie Ouellette. Dans mon cœur, c'est au même registre d'amour que j'ai pour la série La Ligue des Possies Champions de Jocelyn Boisvert. C'est hilarant là, mais genre ça me fait rire, les personnages sont attachants, sont brillamment écrits, c'est tellement bon, c'est l'histoire. Là ensuite, en fait, je vous montre le 2 et le 3. Le 2 parce que j'étais passée à côté de cette parution-là, mais théoriquement c'est le 3 là, qui est sorti cet été. Je vous fais là, rapidement là, un topo pour le premier tome pour que vous compreniez là, les autres. On a ici Basile qui est un pianiste qui a déménagé récemment à Montréal pour l'emploi de sa maman là, qui a changé. Et c'est un pianiste qui va pouvoir aller étudier là, dans une école de musique, une grande école de musique, aller parfaire là, son talent. Et malheureusement, il s'est fait frapper par une voiture. Puis ça, c'est dans dans le premier chapitre. Là. Il se fait rouler dessus par un char, carrément. Et il en perd son bras, comme vous pouvez voir. Donc c'est un jeune garçon qui est amputé. Et ce que j'aime, dans le fond, c'est la place du handicap. Quand même, un personnage principal avec un handicap physique, c'est très rare. Et dans le fond, là, on va passer avec lui, là, avec tout son processus de deuil par rapport à la musique, par rapport à son corps, par rapport à qui il est, tout simplement. Et il va rencontrer, dans le fond, son nouveau voisin, qui est un vieil homme là, dans la 80aine, qui a un chien qui lui manque aussi une patte. Alors, il va se lier d'amitié avec Achille, le chien. Et ce chien-là, mané lors d'une promenade, il va l'amener sur un terrain de soccer. Et il va rencontrer des joueurs de soccer. Puis là, lui, il réalise que pour jouer au soccer, tu n'as pas besoin de tes mains. Alors, il va se développer une passion un peu forcée pour le soccer. Et il va rencontrer, dans le fond, les trois personnages. Donc, on a ici Enzo. Enzo, c'est un jeune enfant qui est plus turbulent, qui est en famille d'accueil, et de la façon que c'est dit, dont on parle de ses parents qui sont pas disponibles en ce moment pour lui, je trouve que c'est fait avec tellement une belle bienveillance et on en a des cocos qui vont se reconnaître. Il y a toujours aussi avec cet enfant-là la peur de devoir sortir de son milieu et tout. Donc c'est vraiment, ça apporte une très belle touche. Ensuite, nous avons ici Aïssa. Aïssa qui est une jeune, je pense qu'elle est haïtienne. Et elle vit dans une famille recomposée de, je pense, genre 6 enfants dans un 4,5, qui est aussi une réalité que beaucoup de nos élèves, connaissent. Et c'est une jeune fille avec tellement un beau caractère, avec une fougue, elle ne se laissera pas marcher sur les pieds. Elle ne va pas non plus, on va pas juste parler de gars avec elle, pas du tout. C'est pas non plus un garçon manqué comme on entend souvent. Tu sais, c'est juste une bonne joueuse de soccer qui est passionnée par son sport. Et nous avons ici Miguel. Miguel qui est un hispanophone dont la maman est malade et donc lui il va souvent sur le coin de la rue pour essayer de ramasser de l'argent pour subvenir aux besoins de lui et sa mère. Donc vous voyez comment lui sa vie c'est pas facile et qu'il a clairement une maturité que les autres n'ont pas. Mais Miguel ne parle pas français, mais c'est un as du ballon et Basile dans le fond il va lui demander des cours pour qu'il devienne meilleur, mais ils n'auront pas la même langue. Je vous le dis, là, chacun des personnages apporte tellement à l'histoire, c'est extraordinaire. Donc là, je vous ai résumé un peu comme le premier tome. Dans le deuxième tome, ça dit tome 2, Enzo. J'aurais pensé qu'on aurait eu comme
un focus un petit peu plus sur ce personnage-là, mais j'ai pas trouvé, j'ai vraiment trouvé que c'était comme juste la suite. Le fait qu'on nomme chacun des autres tomes avec le nom d'un personnage me fait croire qu'il y en aura peut-être 4, parce qu'il y a 4 personnages principaux. J'ai adoré le 2. On est vraiment là, la suite logique du prochain chapitre après là, le premier tome. On est encore dans l'été, on est encore dans son processus de deuil avec tout ce qu'il va vivre en lien avec la musique. On a une situation qui se passe aussi avec ses parents. Donc, est-ce que ses parents vont se séparer? Est-ce que sa maman, c'est un nouvel homme qu'elle a dans sa vie? Il va comme la surprendre par rapport à ça. C'est bon, là, je regarde le temps, ça fait déjà comme 5 minutes que je parle de ce roman-là, mais je vous le dis, c'est tellement bon. L'intérieur est plutôt dégagé, donc c'est des chapitres qui se lisent super rapidement parce que les paragraphes sont courts. Je le recommande pour le 2e et pour le 3e cycle, mais assurément un coup de cœur. Là, j'ai pas encore lu le 3, qui est le tome 3, c'est Aïssa. Je suis vraiment là, fan de cette série. Ça fait longtemps que j'ai pas aimé autant une série que ça. Toujours chez Les Malins, nous avons Les Attrape-Fées. Donc, de Marie Potvin, c'est sa nouvelle série. On est dans une série qui se veut un petit peu plus fantastique. Ben déjà, juste avec le titre, vous vous en êtes douté. Et je ne sais pas si vous pouvez voir. Je ne sais pas si ça va faire un focus. On a 2 couleurs. Non, je pense que ça n'a pas fait le focus. On a 2 couleurs. Quand c'est un chapitre qui est en blanc, c'est... Oh, je ne me rappelle plus son nom. Jade qui parle. Et quand c'est un chapitre en noir, c'est Nathaniel qui parle. J'ai trouvé ça intéressant d'avoir 2 personnages comme ça. Donc, des romans à 2 voix, j'aime toujours ça. Dans ce cas-ci, on a un Nathaniel qui vit de la violence conjugale avec son papa, il est pas gentil, clairement, là, avec lui. Donc, on a cet aspect-là qui va être poursuivi là, dans les prochains tomes, j'imagine. Et elle qui est tellement différente, tellement féerique, elle est tellement comme différente dans la façon dont elle s'habille qu'elle nécessairement elle subit des moqueries, mais elle n'a pas l'air de tant s'en faire avec ça. La seule chose que je n'ai pas aimée, c'est que je trouve qu'on nous dit rien dans le premier tome, là, comme ils reçoivent une lettre pour dire « Hey, vous avez des super pouvoirs et rendez-vous à telle date, à tel lieu pour qu'on vous en dise plus. Si vous le dites à quelqu'un, vos super pouvoirs vont disparaître. » Et là, les 2, dans le fond, reçoivent cette lettre-là, mais les 2, leur adresse, elle est mélangée. Donc, c'est comme ça qu'ils apprennent, dans le fond, à se connaître, même s'ils vont à la même école. C'est comme ça qu'ils vont finir par rentrer en contact l'un avec l'autre. Et là, ça se termine qu'ils se rendent au lieu. Mais je suis comme là, moi, me laisser sur la fin comme ça m'énerve, là. Vraiment, ça me donne pas envie de lire le prochain parce que je suis comme, ben là, on dirait que j'en ai pas eu pour mon argent. En lisant le premier, je me suis comme investie en temps avec les personnages, puis finalement, on sait rien dans le fond. Fait que moi, ça, personnellement, c'est vraiment quelque chose que je trouve ça dommage quand les premiers tomes se terminent comme ça. Mais ça a un bon début. Fait que je vais lire les prochains parce qu'ils ont réussi dans le fond à m'accrocher. Mais s'il vous plaît, essayez de terminer l'histoire dans le prochain ou de terminer une quête parmi une longue quête peut-être. Bref, là, j'ai trouvé qu'on se laissait sur notre fin. Ensuite, Chasseur de sorcières, le tome 1, c'est Gaspard Le Gaillard chez Glénat. Donc, c'est écrit par Fabrice Forestier et illustré par François Lapierre. Déjà, c'était un roman qui était un petit peu plus merveilleux, donc on me sort de ma zone de confort, mais on venait parler de folklore, légendes québécoises et tout, je me disais, ça va peut-être m'intéresser. Finalement, malheureusement, ça m'a pas accroché parce que j'ai trouvé que l'histoire, elle était drôlement construite. Le début, ça prend du temps avant qu'on comprenne un peu c'est quoi l'histoire de Gaspard Le Gaillard, puis que finalement c'est un chasseur de sorcières parce que c'est là son père qui lui raconte son histoire, puis ils vont rencontrer une autre personne qui... Fait que là on est vraiment dans le on raconte. Le mané, je suis comme ok, mais il va-tu se passer quelque chose? Parce que dès le départ, on apprend que Gaspard, c'est comme le seul de sa lignée qui va pouvoir effectuer une certaine tâche. Mais là, comme à partir de la moitié du roman, je suis comme, ok, on a compris, il va falloir que l'aventure commence. Et là, finalement, comme il va finalement partir de la France pour se rendre au Québec pour aller faire donc sa quête. Son père meurt devant lui. On est full attaché à son père pendant la première partie. Son père, il vit full des émotions. C'est un bel homme qui est bon dans sa vie et tout. Son père meurt devant lui. Puis genre, le chapitre suivant, c'est comme, c'était triste.
puis il passe à autre chose, complètement. J'ai trouvé qu'on est rapidement passé par-dessus, alors que c'était donc, pendant la première moitié, donc difficile de le quitter, puis il en revenait donc pas qu'elle allait vivre ça, puis qu'elle allait quitter son père et tout. Finalement, son père, il meurt. Et comme il ressent pas tant de tristesse. Et l'autre moitié du chapitre, il se passe comme plein de saisons, sans qu'on ait réellement d'indices du temps qui passe. Finalement, on apprend qu'il est rendu à l'âge adulte. Fait que, il y a ça que je comme... Ça a été drôlement... Le temps avance drôlement dans le roman. Moi, ça m'a un petit peu chicoté. Et j'ai pris un extrait là, pour vous montrer pourquoi l'écriture m'a un petit peu dérangée. Jack, depuis que nous sommes arrivés ici ce matin, je me sens différent, lui ai-je dit. Mon odorat s'est développé, mon ouïe est plus fine, ma vision s'est améliorée. C'est assez étrange comme sensation. Que m'arrive-t-il? C'est le don, Gaspard. Il est en train d'éclore en toi. Mais je suis comme... On dirait que le personnage dise « Hey, mon odorat... » Tu sais, comme j'aurais préféré le ressentir dans le texte, que lui-même s'en rende compte de son odorat, que lui-même se rende compte de... Alors que là, c'est juste « Voici ce qui se passe dans mon corps. Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais c'est le don. » Puis là, il lui explique c'est quoi le don. Mais je suis comme... Je sais pas. On dirait que... Il y a des choses qui m'ont comme dérangée dans la lecture, fait que ça n'a pas été un coup de cœur. Toutefois... les personnages de sorcières réussissaient là, comme à être intéressants, à être captivants. C'est sûr que la quête finale, ça va vite, là, comme le combat, si on veut, final, ça finit d'une drôle de façon, j'ai trouvé. Là. La fin, elle m'a laissé perplexe. Mais les ajouts des illustrations dans les paragraphes, ça c'est un gros wow, un gros plus. Je pense que les enfants pour qui c'est plus leur genre, ça va vraiment les interpeller ça, au courant de leur lecture. J'ai hâte de le faire lire à un élève pour voir lui qu'est-ce qu'il va y en avoir pensé parce que moi, c'est sûr qu'on n'est pas dans mon genre préféré, mais l'écriture m'a un petit peu dérangée, donc je sais pas si je vais réussir à accrocher un élève à le lire. Maintenant, chez Bayard Canada, nous avons Jules au pays d'achat. Donc ça, c'est écrit par Chloé Varin, qui a adapté, dans le fond, le film de Sophie Farkas-Bolan. Bon, c'est un livre qui veut parler de réconciliation avec les peuples autochtones, les Premières Nations. C'est un livre qui a dans un but... c'est ça, vraiment de réconciliation. On vient parler, on est dans une société de 1940 au Québec. Clairement, en 1940, on ne traitait pas les Autochtones de la même façon qu'aujourd'hui. Et on veut venir montrer ça. J'ai trouvé ça intéressant pour l'univers social, surtout. Il y a beaucoup d'illustrations dans le roman, là, au fil qu'on le lit. La graphie, voyons, j'ai un blanc. La mise en page. Elle est intéressante aussi, donc on a des mots qui viennent ajouter à notre lecture. Parfois, quand ils sont dans le noir et qu'ils regardent les étoiles, par exemple, on a des chapitres qui sont dans le noir. Bref, il y a plein de choses que j'ai appréciées. Toutefois, on a vraiment souvent le mot en « i », donc pour désigner les Autochtones. Il y a un aspect de moi qui comprend qu'en 1940, c'est vrai qu'ils étaient appelés comme ça. Il y a un aspect de moi qui comprend que le gouvernement, aujourd'hui, c'est encore comme ça qu'on appelle la loi et leur statut. Mais le fait de le réemployer en étant publié en 2023, je me dis, c'est pas un peu comme réutiliser le mot en haine. Les Autochtones nous disent que ce mot-là les blesse, au même titre que les Noirs nous disent que le mot en haine les blesse. Et même quand on veut utiliser ce mot-là pour parler de racisme, mais ça reste que c'est un geste raciste. Donc là, je me questionne à savoir comment je me place. Je suis ambiguë. Je vous l'avoue avec vous, là, je suis pas capable de dire si oui ou si non. Je mets mon étampe à prouver. J'ai apprécié que ce soit effectivement donc une illustratrice autochtone qui fasse ces illustrations. J'ai pas encore vu le film, mais l'enfant qui joue un enfant autochtone est une Innu. Donc ça aussi, j'ai apprécié là, de cet apport-là. Mais c'est sûr que c'est une œuvre écrite par une allochtone, adaptée d'une autre œuvre aussi réalisée par une allochtone, pour nous parler de réconciliation. Donc je me demande, est-ce qu'il n'y aurait pas une œuvre écrite ou composée par un autochtone pour nous parler du même sujet? Voyez-vous un petit peu là où je me situe? J'essaie toujours d'encourager, dans le fond, les premiers répondants de
cette problématique-là, si je peux dire. Mais c'est bien écrit, c'était agréable à lire. On est dans un monde un petit peu magique. Là. Dans le fond, on a un enfant là, ici en 1940, comme je vous dis. Sa maman, elle vient de déménager avec lui en Côte-Nord, à la Côte-Nord, pardon, parce que son oncle, qui est le maire du village, avait besoin d'une infirmière. Et donc, il va comme avoir tout le jeu des Blancs qui vont aller vouloir du territoire, qui vont couper les arbres, qui vont dénaturer les terres, dans le fond, des Autochtones qui sont déjà établis là. Alors ça, c'est le fun, je pense, puis les enfants vont apprécier pouvoir se mettre dans la peau d'un enfant en 1940 qui vit ça. Et cet enfant-là, dans le fond, va rencontrer Aisha, qui va, elle aussi, dans le fond, lui apporter du bon pour sa vie, parce que c'est un enfant qui a un handicap physique, donc qui a comme les mains malades, je sais pas comment dire, là, sa peau, là, elle est comme toute gercée, il faut qu'il mette des gants pour le cacher parce qu'il se fait traiter du diable en personne, donc 1940, comme je vous dis. Il y a plein de beaux références, de belles références, pardon, à l'époque 1940, donc en univers social, ça pourrait être intéressant. Comme je vous dis, je suis comme ambiguë. Je pense que vous l'entendez dans ma voix, c'était une belle œuvre et tout, mais je suis très curieuse, s'il y en a qui l'ont lu, si l'autrice m'écoute, j'aimerais avoir une discussion, ouvrir une discussion sur cette œuvre-là. Chez Ozu Québec maintenant, nous avons Journal d'Anna, donc le tome 2 de Magali Laurent. Le tome 1, on avait une Anna qui était en 6e année et qui était très impulsive, très émotive, avait de la difficulté à gérer ses émotions, très inattentive. Et dans le tome 1, on l'accompagne dans son évaluation en neuropsychologie pour un TDAH. Dans le tome 2, elle a son diagnostic, mais là, elle veut absolument commencer la médication parce que la médication pour elle c'est une pilule miracle et enfin elle va devenir comme tout le monde. J'ai beaucoup aimé qu'elle ait cette réflexion-là parce que je sais qu'on a beaucoup d'enfants qui l'ont, cette réflexion-là aussi. Au même titre qu'on a des enfants qui détestent la médication, là, on s'entend. Mais non, j'ai trouvé que c'était un bel... Tu sais, c'est vraiment une histoire que j'aime suivre, étant moi-même TDAH. J'aime suivre cette histoire-là parce que j'ai hâte de voir comment ça va déboucher, mais surtout qu'est-ce que les enfants vont en retirer. Mais en dehors de son TDAH, on a l'histoire d'une jeune fille là, qui a des amitiés, qui a des guerres d'amitié. Comme là, dans ce cas-ci, elle a triché dans son test de mathématiques, elle n'est pas fière d'elle. Elle va vivre justement des déceptions, puis elle va devoir faire face à cette honte-là. Donc, je pense que c'est vraiment un livre que beaucoup d'enfants vont pouvoir se reconnaître. On passe maintenant dans les publications qui sont à l'étranger. Donc ici, nous avons La maîtresse a de la moustache de Alice Fagard chez Alice Dezio. Et ça ici, c'est un roman belge, si je me souviens bien. Je pense que c'est une maison d'édition qui est belge. Et on vient parler d'une maîtresse qui a de la moustache. Et non qui a une moustache, mais elle a de la moustache. Et les enfants, dans le fond, ils ont comme un changement d'enseignante au cours d'année parce que leur enseignante, elle est enceinte et elle part avec son bébé. Et donc, c'est elle, cette enseignante-là, qui arrive et au début, sont vraiment non seulement dégoûtés, mais comme ils jugent beaucoup le fait que cette maîtresse-là a de la moustache. Et finalement, la maîtresse, elle commence déjà en expliquant pourquoi elle a de la moustache, puis que c'est juste que, tu sais, c'est pas la mode, mais qu'elle a choisi de pas s'enlever sa moustache. Aussi simple que ça. Et c'est vraiment finalement une enseignante qui est extraordinaire, puis les enfants sont super motivés d'être avec elle. Les enfants apprennent beaucoup, elle a un apport qui est un petit peu différent, elle parle beaucoup de la langue et tout, donc les enfants sont très bien, mais les parents sont vraiment pas bien avec le fait que cette maîtresse-là, elle a de la moustache. Et ça va prendre comme une ampleur vraiment intense, là, comme avec des rencontres de parents avec la direction pour la faire renvoyer. Puis comme je vous dis, là, ça va vraiment quand même gros là, comme histoire. Mais j'ai aimé cette diversité-là qu'on apporte là, dans le roman. Ça m'a fait quand même beaucoup penser à la nouvelle maîtresse de Dominique Demers, avec le fait qu'elle était particulière quand elle parlait avec son caillou, puis que là, les parents étaient pas trop sûrs, puis on demandait justement là, de faire changer d'enseignante. Ça m'a fait penser à cette histoire-là, donc une histoire qui est très classique ici au Québec.
Toutefois, je vais tout de suite le dire, l'écriture, j'ai quand même trouvé qu'il y avait beaucoup de bris de compréhension entre notre langage québécois et le français utilisé dans ce roman-là. Ce qui fait que même moi, à plusieurs reprises, ça m'a comme coupé dans ma lecture. Mais je sais que les enfants écoutent beaucoup de vidéos YouTube avec des Français. Donc peut-être qu'ils ont un vocabulaire que moi j'ai moins. Je serais curieuse, mais l'apport de la diversité qui est utilisée là, ici avec la diversité corporelle m'a quand même vraiment plu dans ce cas-ci. Ici, toujours chez Alice, mais là ici c'est Alice Primo. Donc La vie est un grand champ de fleurs de Agnès de l'Estrade. C'est beau, c'est l'histoire d'une petite fille qui perd son papa et qui doit réapprendre à vivre de cette façon-là avec sa maman. Et on accompagne sa maman dans son processus de deuil, qui est un processus vraiment pas facile, pour elle non plus, on s'entend évidemment. C'est une histoire qui est tout en douceur, mais tout en magnifique illustration. Donc je vous laisse sur l'illustration de quand la maman apprend le décès de son mari. C'est beau, les illustrations, ça ajoute beaucoup, et je me suis encore pris une note. Je vais vous lire un extrait qui m'a vraiment plu, la façon que c'est écrit. On s'entend que c'est Agnès de l'Estrade, on se trompe pas. Ça fait 1 an et demi que papa s'est noyé dans la neige. J'ai peur d'oublier son visage parce que ça pourrait le faire mourir une seconde fois. Je regarde tous les jours les photos de lui dans l'album. Je vais vous répéter le début. J'ai peur d'oublier son visage parce que ça pourrait le faire mourir une seconde fois. Ouch, 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 cric, crac, croc. C'est bien écrit, c'est beau. À la toute fin, dans le fond, on va voir comment elle va se réconcilier. Ben, pas qu'elle va se réconcilier, mais qu'elle va passer au travers de ce deuil-là avec les arts. Oui, l'écriture m'a vraiment, vraiment touchée. Nous avons maintenant ici Gabrielle et la vie de Gilles Thibault, et illustré par Marie Lafrance chez Québec Amérique. C'est un roman c'est un roman qu'on peut dire, un roman illustré, où on vient aborder comme la vie, avec un grand V, parce que Gabriel réalise qu'il est vivant, et ça le renverse, ça le bouleverse. Et il va réaliser que tout autour de lui est vivant, puis ça va comme y amener plein de réflexions. On est dans un roman qui est plus, selon moi, philosophique, auquel je sais pas tant que ça à quel point les enfants vont accrocher. Parce que moi-même, on dirait qu'à un moment donné, j'ai trouvé que c'était au sens très, 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 très large, parce qu'il va rencontrer la vie avec un grand V. Il va se mettre à penser aussi à la mort, donc vraiment beaucoup des grandes questions, mais que je me questionne à savoir est-ce que les enfants ont réellement ces grandes questions-là. Je sais pas, je suis comme ambiguë encore une fois avec cette lecture-là. C'est bien écrit, c'est à la hauteur de Gilles Thibault, mais c'est le sujet donc qui me laisse un petit peu plus perplexe. Et là, je vois que ça fait longtemps que je parle, donc je fais ça vite avec les bandes dessinées. Donc d'abord un manga, Nights with a Cat, donc chez Glénat. Puis c'est un manga, c'est dans les premiers mangas que je lis, en passant, j'en ai vraiment pas lu beaucoup parce que c'est pas un genre qui m'attire, mais là ici c'est un manga sur des chats. Donc là je me disais c'est sûr que ça va m'attirer. Donc on a des courts chapitres qu'on a souvent comme une anecdote qui se déroule là, sur 2 pages et ensuite on change. Donc ça c'est un rythme qui me plaît quand on peut justement le lire un petit peu tous les jours sans perdre le fil. Et c'est clairement un auteur qui a lui-même un chat parce que c'est plein d'anecdotes que j'ai reconnues avec mon propre chat. Donc c'est mignon, je pense que les enfants, ça va faire un beau manga là, dans ma classe à ajouter. C'est pas un coup de cœur, mais mignon quand même. Un coup de cœur toutefois, c'est Brume. Brume, c'était tellement bon. Ici, on a une petite fille qui vit dans un village et qui a comme l'impression qu'elle est une... les illustrations, là. Regardez la page titre. Oh, c'est tellement beau! Elle a l'impression qu'elle est une sorcière. Son père est comme, oui, oui. Et finalement, son père, à un moment donné, lui avoue, il est comme, regarde, je vais te donner le grimoire. C'est-tu de sa mère, de sa grand-mère? Je suis plus certaine. Et là, ils vont essayer de faire quelque chose avec le grimoire. Bref, on est dans de la sorcellerie. On est dans un monde un peu imaginaire, mais pas tant que ça. On a des créatures, on a des planches qui sont tellement différentes. Je vais vous montrer, regardez ici comment le temps file. Mais on a quand même une pleine page avec des planches qui sont à l'horizontale.
à la verticale, je touche pas le verre. Oh mon dieu, c'est tellement bon. L'histoire, elle est mignonne, elle est attachante. On s'attache beaucoup à Brume, mais on s'attache beaucoup aussi à son ami, au petit cochon. C'est le cochon, dans le fond, là, qui nous parle puis qui nous raconte son histoire. C'est drôle, c'est beau, c'est vraiment, vraiment bon. Ça, c'est genre de ma planche préférée. Il n'y a aucun texte. Puis on fait juste les suivre avec eux dans la forêt. C'est vraiment bon. Ça fait longtemps que j'ai pas aimé une bande dessinée comme ça. C'est magnifique. Une bande dessinée qui m'a elle aussi laissé perplexe, c'est Poltron Minet, la voix romane. Donc Poltron Minet, on a des illustrations à couper le souffle. C'est vraiment beau. Mais l'histoire, on dirait qu'on aurait pu penser qu'on était dans une petite histoire toute douce et tout, mais comme pas du tout. On est dans un chat qui se fait abandonner par sa famille et lui, sa quête, dans le fond, ça va être d'aller retrouver sa famille, là, sa maîtresse. Mais les autres animaux sauvages sont contre les humains. Puis là, c'est comme une guerre entre les deux, entre les animaux qui ont déjà appartenu à des humains et bref. Je le lisais puis on dirait que j'accrochais pas. Même que je vais vous l'avouer, j'ai pas fini ma lecture parce qu'il y avait des personnages, j'arrivais comme pas à suivre le cours de l'histoire, on dirait. Et finalement, je suis allée voir, c'est rare que je fais ça, mais je suis allée voir sur Goodreads, voir c'est quoi les avis des autres sur cette bande dessinée-là. Et finalement, c'est genre un coup de cœur pour plein de monde, comme vraiment beaucoup. Elle est super bien notée. Alors là, ce que je me suis dit, c'est que je vais mettre mon cerveau à pause et je vais recommencer ma lecture. Et ça, je trouve que c'est un bel apprentissage aussi à montrer aux enfants. Dans ce cas-ci, moi, il m'a pas plu la première fois, mais le fait qu'on essaie de me convaincre que c'est vraiment bon, ben, je vais lui donner une seconde chance puis je vais repartir à zéro complètement. Alors, je vous reviendrai là, si c'est finalement là, un coup de cœur ou si je reste avec mon idée que c'est un peu difficile à suivre, les personnages se ressemblent, puis je sais plus qui est méchant, qui est gentil, la quête, je me mélange. Fait que je vous tiens au courant. Et la dernière bande dessinée, je vais aller vite parce que elle, c'est ce que j'ai pas lu. Donc c'est Mobs, la vie secrète des monstres de Minecraft. C'est par le youtubeur et auteur de Frigiel et Fluffy. Je l'ai pris juste pour l'auteur et le fait que ça parle de Minecraft. C'est pas une bande dessinée que j'ai besoin de lire parce que je sais que je vais avoir une tonne d'élèves qui vont vouloir la lire parce que c'est leur sujet préféré. Puis c'est souvent une porte d'entrée pour des enfants qui sont réticents à la lecture quand on apporte quelque chose qui est par rapport à Minecraft. Donc quand j'aurai des élèves qui l'auront lu, si c'est un coup de cœur pour eux, là, je vous reviendrai, mais c'est ça. Je sais que j'ai pas besoin de le lire pour savoir que ça va attirer les enfants. Donc voilà, j'ai parlé beaucoup cette fois-ci. Je pensais en plus que j'allais pas m'éterniser, mais comme d'habitude, ben, je l'ai fait un petit peu. Alors merci de m'avoir écouté et je vais reprendre dans le fond un cycle qui est plus mensuel déjà, mais là on approche déjà avec la fin du mois de septembre, donc je vais avoir une nouvelle vidéo pour en début d'octobre pour toutes les sorties de septembre. Là je m'éternise, je vous souhaite une très belle fin de semaine. Bye!